Salut à toutes et à tous, vous regardez le média et sur le média, vous regardez Les Indiscrets de Niels Wilke, une plongée dans les coulisses de la politique française telle qu'on la raconte peu, c'est-à-dire sans phare ni élément de langage. Au sommaire, c'est un scandale sur lequel les médias dominants ont posé un voile pudique. Et pourtant, lors de son voyage récent au Canada, les services de l'Élysée, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron, sont allés au bout du logiciel liberticide qu'ils expérimentent depuis des années face aux médias qui leur résistent. Intimidation, menaces, séquestration. Comment ne pas trop s'aliéner François Bayrou dans ces temps qui tombent, ce sera notre second sujet. Emmanuel Macron en tout cas a trouvé la solution, un poste en or pour faire taire ses éventuelles critiques. Et pendant que certains macronistes surjouent leurs différences avec la droite dure qui est en pole position au gouvernement, en réendossant le costume des progressistes, ça magouille toujours très fort entre leur camp et le Rassemblement national pour des postes à l'Assemblée. Salut Niels. Salut Théo. Alors la visite d'Emmanuel Macron à Montréal ne s'est pas passée comme prévu, on peut le dire. On peut le dire, oui. C'est bien triste pour lui, mais Emmanuel Macron est hué partout désormais, y compris à l'étranger, hein, où il bénéficiait quand même, on le rappelle, d'une aura internationale en 2017, vu comme un réformateur libéral bon teint, progressiste. Hélas, l'eau a coulé sous les ponts et au gré des diverses réformes autoritaires qu'il a menées, l'image du président s'est dégradée. La preuve à Montréal avec ce petit bœuf, alors certes mené par des insoumis à l'étranger, oui, il y a même des insoumis au Canada, c'est catastrophique pour le président. Regardez les images. Oui, il y avait les casseroles des insoumis au Canada, mais il y avait aussi des interpellations sur la situation en Palestine, hein, qui est en ce moment attaquée vivement par Israël. Le président se trouvait donc le 27 septembre, dimanche, dans le Vieux Montréal, c'est le quartier historique de la ville. Lors d'une déambulation, il venait de rencontrer le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui est un peu son clone hein, canadien. Ils avaient fait une conférence de presse commune avec les journalistes qui s'était bien passée. Et donc, un confrère qui était sur place me raconte, donc il y avait un petit bain de foule, la majorité des gens n'étaient pas hostiles, mais il y a une jeune femme palestinienne qui a commencé à hurler que Macron avait du sang sur les mains, et un autre homme a crié honte à vous, Macron démission. Voilà, c'est ce que m'a confié donc un journaliste sur place. Regardez les images captées par BFM. But I agree with you. You can I put want pressure action. on This is what Israel. we are doing in Lebanon today. In Lebanon. Like when the explosion happened in Lebanon, Yeah. you came all the way there and you did nothing. Come on. What did you do? We did the maximum, No, but please, say this. but we are not the substitute of the government of Lebanon. S'ils savaient comment on se bat pour que ça aille mieux, on ne peut pas ressentir une forme d'injustice quand on se sent pris à partie. Alors, tu vas me dire, Théo, mais les images sont pas terribles. Eh ben oui, et puis il y a une raison en fait. Hein. Si les images sont de mauvaise qualité, c'est que les journalistes de Pool, en fait, cette organisation donc qui était mise en place par les médias avec l'Élysée, ont été empêchés par l'entourage de Macron et par la police d'accéder à cette scène. Alors, on rappelle, hein, pour les abonnés du média qui ne connaissent pas forcément ce système, le pool, en fait, c'est deux équipes qui sont payées par TF1 et France 2 et qui se partagent en fait les déplacements de Macron, voilà, pour des raisons de coûts, de mutualisation. Et les autres chaînes, en fait, payent pour voir ces images et pour les diffuser. Alors que s'est-il passé exactement pour que ces journalistes ne puissent pas avoir accès à ces images qui justement ne donnent pas une super image du président, à ces images et en bonne qualité? Bah, il y a une équipe, tout simplement, une équipe. Donc, il y a deux équipes de poule. Il y en a une qui était bloquée en fait derrière un barrage de policiers canadiens avec une conseillère de l'Élysée qui manifestement n'a rien fait pour leur permettre d'accéder à la scène. Et un autre, en fait, une autre équipe de poule était dans un restaurant flanqué d'un agent de la première compagnie de CRS. Donc, c'est la compagnie prestigieuse, entre guillemets, qui s'occupe de la protection des personnalités, de la protection rapprochée des personnalités. Et donc, cet agent de la CRS 1, comme on surnomme la compagnie, les a donc empêchés de quitter le restaurant. Alors, l'équipe de poule, ça se composait donc du caméraman, il y a le preneur de son et il y a le coordinateur en fait qui s'occupe de gérer
avec, sa rédaction, donc soit TF1, soit France 2, de gérer voilà, le son, la diffusion, etc. Et donc, ils ont été tous les trois retenus par les CRS. Et évidemment, alors un des confrères et même d'autres confrères et consoeurs qui étaient sur les lieux ont trouvé ça scandaleux. On rappelle quand même qu'on est à l'étranger, on est dans un endroit, dans un lieu public. En principe, la police française, évidemment, n'a pas autorité voilà, à séquestrer des journalistes ou à les empêcher de faire leur travail, d'autant plus à l'étranger où ils n'ont pas d'autorité. Tu dis le mot séquestrer, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il les a empêchés physiquement de sortir du restaurant dans Oui, c'est lequel ils ça, étaient. c'est-à-dire qu'il les a menacés directement physiquement et verbalement en leur disant qu'ils ne les laisseraient pas passer. Alors il est à remarquer que nos confrères ne se sont pas laissés faire et ont rendu l'affaire publique sur Twitter X désormais via l'association de la presse présidentielle, donc c'est prestigieuse association hein, de nos confrères, le haut du panier, le gratin de la profession, oserais-je dire, qui suit donc le président dans tous ses déplacements, privilégiés qu'ils sont, mais la preuve qu'ils ne se laissent pas faire, regardez le communiqué, les forces de l'ordre sur consigne de l'Élysée ont empêché les journalistes du pool TV français de couvrir un bain de foule en partie hostile au président, écrit l'APP, qui conteste cette interdiction d'accéder à une scène publique qui va à l'encontre de la liberté d'informer. Alors, est-ce que c'est Emmanuel Macron, Nils, qui a ordonné de bloquer ces journalistes? Alors, je n'ai pas la réponse, hein, j'essaie de répondre précisément. Alors, le bain de foule n'étant pas hostile par nature, il n'y avait pas de violence. On rappelle quand même que le président a été notamment giflé lors d'un déplacement. Hein, son auteur a d'ailleurs été condamné. Mais ce qui est sûr, c'est que le message de l'association de la presse présidentielle a provoqué la fureur de sa conseillère en communication à l'international. Alors, il s'agit pour les néophytes d'Anastasia Colosimo, et non pas Colissimo, comme on pourrait tenter de faire. Et oui, je pense que beaucoup de gens se Et trompent. tac, Nils. Donc, c'est sa conseillère internationale, communication internationale, et selon mes informations, les autres médias n'en ont pas parlé. C'est vraiment, c'est un message qui lui a fait péter les plombs, je cite un confrère. Donc c'est une politologue hein, qui a été recrutée par Emmanuel Macron il y a 2 ans, et elle s'est efforcée de faire censurer ce tweet à l'association de la presse présidentielle en vain. Une journaliste, par exemple, me dit « ça a bien tangué, on a pris une bonne gueulante ». Elle évoque aussi plusieurs coups de fil menaçants de l'Élysée. Un autre me décrit carrément quelqu'un de complètement dingo, taré, qui menace les gens. Et un profil sulfureux, puisque il fait référence là aux amitiés de cette collaboratrice d'Emmanuel Macron avec Sarah Knafo, la conseillère et compagne d'Éric Zemmour, et son travail de communication également avec Richard Attias dans les pays du Golfe. Voilà, donc c'est un rôle trouble de cette Madame Colosimo avec les journalistes. On l'a dit volontiers volubile, grande gueule, mais pas méchante. La défend le conseiller d'un ministre régalien en poste au gouvernement. Alors, pas méchante, je ne sais pas. Le grand public l'a en tout cas découvert en 2021 sur LCI avec cette déclaration sur les Français non vaccinés. Regardez, c'est éloquent. Dont vous avez rapporté les réflexions, ils ont perdu la boule. Ils s'interrogent. Ils s'interrogent. D'ailleurs, ils ne sont pas en concluent train pas. de dire on Ils veut ne plus les concluent pas. soigner. Ils sont en train de poser la question de l'éthique. Oui, mais c'est tout vu. Ce débat éthique n'aura pas lieu parce qu'il est en dehors de l'éthique. C'est-à-dire que, imaginez que l'on puisse refuser de soigner quelqu'un parce qu'il a fait un choix, peut-être stupide. Bon, d'accord. Alors, parce qu'on est stupide, on est condamné à mort? Non. J'ajoute un autre élément. Ça serait un bon moyen de sélection naturelle. Ça serait un quoi, vous dites? Mais enfin, un bon moyen de sélection naturelle. Enfin, ça va pas mais bien. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Vous rigolez. De manière beaucoup plus diplomatique. Je veux juste finir très rapidement. Attendez, Anastasia a dit ce serait un bon moyen de sélection naturelle. Mais on va vous... Non, mais évidemment. Oh là là, parce que là, j'ai peur. Non, je traduisais parce qu'on n'a pas entendu, vous chevauchiez. Voilà, donc pas très diplomate, hein, en tout cas pour une conseillère en diplomatie. Alors elle s'est excusée hein, à l'époque, évoquant une plaisanterie bête lors d'un reportage du Monde. Sur son profil, hein, c'est une ancienne enseignante à Sciences Po Paris qui a raté l'ENA. Elle avait préparé le concours, elle ne l'a pas eu. Elle a écrit un livre, Les bûchers de la liberté, paru en 2016 aux éditions Stock, qui a connu son petit moment de succès. Elle est hostile à la politique de Vladimir Poutine, elle parle le russe, l'anglais, l'allemand, elle possède même quelques notions d'arabe. Bref, elle semble afficher le CV idéal pour la fonction. Elle est aussi très copine avec Jublin, qui est le conseiller en communication de Gabriel Attal. Elle est déjà partie en vacances avec lui, me dit-on. Bref, elle est à la fois progressiste tout en étant proche de l'extrême droite. Pas étonnant qu'elle ait tapé dans l'œil d'Emmanuel Macron.
C'est le fameux « en même temps ». Et alors, ce n'est pas la première fois, Niels, que Macron, en tout cas la Macronie, s'en prend à la presse. Oui, alors il y a des affaires qui avaient été rendues publiques, hein. Il y a déjà eu des altercations avec des CRS chargés de la sécurité du président. Il y a déjà eu des tensions avec la salle de presse de l'Élysée que le président a tenté de faire déplacer. Par contre, ce que le grand public ignore et ce que j'ai découvert, c'est que les policiers avaient déjà séquestré en fait au moins un journaliste lors d'une visite d'État en Pays-Bas. C'était en avril 2023, selon les informations. Et à l'époque, en fait, le président avait été interrompu par 2 fois. D'abord à la Haye par des manifestants, puis à l'université d'Amsterdam devant des étudiants qui avaient été pourtant triés sur le volet. Et donc un témoin de la scène m'a décrit en fait l'Élysée, enfin l'entourage d'Emmanuel Macron complètement en panique, qui tente de faire sortir les journalistes de la salle pour les convier à la salle de presse. Et ceux qui étaient dans la salle de presse ont été par contre retenus, n'ont pas pu sortir, notamment un journaliste de TF1 qui est Bastien Augier, donc qui est reporter politique, qui est par ailleurs président de la Société des journalistes de la rédaction de TF1. Alors il n'a pas souhaité réagir, mais un confrère qui était sur place et plusieurs autres confrères d'ailleurs m'ont confirmé la scène avec effectivement un CRS, toujours la CRS 1, qui vraiment a bloqué en fait le passage de la salle de presse pour l'empêcher de sortir de manière très physique. Alors ça va loin quand même, parce que le mot séquestration policière, il est là, il n'est pas exagéré. Ça va loin. Non, il n'est pas exagéré. Ça avait provoqué déjà de vives tensions avec l'Élysée. Il y a aussi eu la fois où Emmanuel Macron se trouvait devant une vitre en fait, et les policiers en fait de l'Élysée ont empêché les photographes de prendre des photos de l'événement. Voilà, il y a eu d'autres incidents qui émaillent d'ailleurs régulièrement les déplacements du chef de l'État, comme me l'ont confié plusieurs journalistes. Alors toujours sur le sceau de l'anonymat, parce que tu t'imagines bien que s'ils parlent de manière publique en dehors de l'association de la presse présidentielle, comme ils l'ont fait collectivement, ils risquent de se faire blacklister. Ce que m'a confié l'un d'eux, c'est la loi du silence à l'Élysée. Si vous parlez, vous êtes mort. On me parle même c'est absolument terrifiant, donc la terreur. Bon. Alors j'ai quand même sollicité un expert pour en discuter. Alors c'est Alexis Lévrier, qui est historien des médias, qui a écrit un livre sur Macron et ses rapports aux journalistes, et il rappelle que le président a toujours prôné une distance avec les journalistes et même encouragé une forme de brutalité à leur égard. On l'écoute. Il a tout repris Macron de Mitterrand, y compris la triangulation avec l'extrême droite, sauf que ça a conduit à une pratique nouvelle qui est de s'en prendre physiquement aux journalistes. Et il y a un livre aussi où il théorise ça, c'est le livre d'entretien, alors c'est pas des entretiens, mais c'est un livre qui s'appelle Un personnage de roman de Philippe Besson, le romancier. Oui. Il y a plein d'anecdotes intéressantes sur les confidences que Macron lui fait à propos des journalistes. Et la phrase clé, c'est il faut tenir les journalistes à distance. Ah oui, comme à Montréal, il y a 2 jours. Okay. Voilà, mais en fait, c'est pour ça, il est fidèle à cette stratégie de communication, malgré les conséquences que ça a eu pour la liberté de la presse. Il changera pas, Il changera pas. C'est clairement jusqu'au bout, même si l'extrême droite lui succède, il continuera à trianguler avec elle. Même si ça conduit à s'en prendre physiquement à des journalistes, il continuera à les tenir à distance. Et à les contourner. Dans la même citation de Philippe Besson, il dit « Il faut trouver une relation directe désintermédiée au peuple ». Et en fait, il se trompe, parce que ce qu'il crée, c'est pas une désintermédiation, c'est simplement un contournement de la médiation journalistique. C'est-à-dire qu'il va choisir d'autres canaux, mais d'autres médias en fait. C'est-à-dire quand il utilise les prises de parole face caméra, comme pendant le Covid, c'est évidemment médiatisé, il y a un média, sauf qu'il n'y a pas de journaliste. Voilà, donc le président qui tente effectivement d'instaurer une distance après l'ère Hollande, où l'ancien président socialiste était fan du off, bavardé sans fin avec les journalistes. On a vu d'ailleurs le résultat que ça a donné, puisqu'il ne s'est pas représenté pour un second mandat. Alors le problème, c'est que cette méthode qui est issue des années Mitterrand, elle est plus valable à l'ère des réseaux sociaux. Et puis Alexis Louvrier, notre historien des médias, rappelle les cas, par exemple, du paparazzi Thibaut Dalifard, qui avait été agressé par Alexandre Benalla, déjà
déjà, lui, lors des vacances du couple présidentiel à Marseille. C'était en 2018. Et d'ailleurs, le président avait porté plainte, notamment pour intrusion. La plainte avait été classée sans suite par le parquet et non retirée par Emmanuel Macron lui-même, comme il avait déjà tenté de le faire croire à la presse à l'époque, donc un mensonge. Et d'ailleurs, un autre journaliste qui a participé à plusieurs déplacements présidentiels, c'est plus le cas aujourd'hui, me confie que vraiment, à l'Élysée, ce sont des fous furieux. Et d'ailleurs, ils peuvent même appeler les patrons de chaîne pour se plaindre des journalistes qui ne leur plaisent pas. Emmanuel Macron feint de ne pas comprendre que son comportement pose de réels problèmes démocratiques et cela participe aux violences contre les journalistes, observe Alexis Lévrier. Manifestement, on ne peut que lui donner raison. Alors, si on parle un peu de François Bayrou, qui est un allié d'Emmanuel Macron, mais qui est un allié qui peut également se plaindre, et se plaindre de manière plutôt audible, notamment dans les médias, quand il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il devient ? C'est Calimero, Bayrou, en fait. Il se plaint régulièrement de ne pas être au gouvernement, que ce soit comme ministre ou même comme Premier ministre, parce que, pourquoi pas, François Bayrou est brillant, et d'ailleurs, il le dit souvent. Il ne s'est jamais remis d'avoir dû quitter le gouvernement, me confier l'un de ses soutiens, qui était un peu taquin, parce que finalement, ça devient un peu un running gag, même au sein du MoDem, même si, évidemment, officiellement, on ne se moque pas du grand chef. On rappelle quand même qu'il avait été nommé ministre de la Justice en 2017, en récompense de son fidèle ralliement à Emmanuel Macron, et il a été viré un mois après, car cité dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen. Alors, c'est un peu le même système que le RN, pour lequel Marine Le Pen et l'état-major du FN sont jugés actuellement. Le ministère public avait requis 30 mois d'emprisonnement avec sursis, quand même, 70 000 € d'amende, 3 ans d'inéligibilité avec sursis contre notre ancien ministre et maire de Pau, on le rappelle, il était présenté comme le principal responsable de l'organisation de ce système de détournement de fonds, et les procureurs, dans leur réquisitoire, avaient insisté sur le contraste entre les valeurs de probité, d'exemplarité promis par Bayrou et les pratiques concrètes qui s'effectuaient au sein du MoDem. On rappelle que l'exigence d'exemplarité était aussi une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. On a vu ce qu'il en a été. Alors, le président du tribunal avait à l'époque estimé qu'il était très probable que Bayrou ait été au courant du système de ces faux assistants parlementaires qui étaient rémunérés par le Parlement, mais dont les missions en fait correspondaient à des missions pour le MoDem. Mais il a été quand même relaxé en février 2024, donc au début de l'année, au bénéfice du doute. Il n'a pas du tout été blanchi. Alors le parquet a quand même fait appel de cette relaxe, qui est jugée scandaleuse, en tout cas dans le monde de la justice et dans le monde politique, et il sera donc rejugé pour cette affaire. Mais divine surprise à l'Assemblée, lors du discours de politique générale de Michel Barnier ce mardi devant les députés, voilà que le Premier ministre annonce la fusion de France Stratégie avec le Haut Commissariat au Plan. Alors on rappelle que François Bayrou, outre ses fonctions de patron du MoDem, de maire de Pau, de divers autres mandats multiples, est en plus effectivement Haut Commissaire au Plan. Donc c'est une organisation qui est chargée de produire des rapports pour améliorer les stratégies de l'État en France, des gouvernements successifs. La séquence a été peu repérée et partagée par les chaînes d'information. Elle est pourtant intéressante. Regardez Michel Barnier à l'Assemblée. Enfin, pour conserver ou reconstruire une vraie capacité de prospective, et j'ai toujours pensé que les acteurs publics, députés, membres du gouvernement en ont besoin, nous fusionnerons France Stratégie avec le Haut Commissariat au Plan. Il y a dans les services de l'État, de l'intelligence, de l'expertise qui peuvent être utilisées, mieux utilisées, sans avoir recours à des cabinets de conseil privés. Voilà donc Barnier qui explique que les ressources de l'État peuvent être mieux utilisées sans avoir recours à des cabinets de conseil privés. Alors ça a fait rire les députés parce que c'est un petit clin d'œil à l'affaire McKinsey dont on a beaucoup parlé aux médias avec les collègues et les intervenants, et qui a fait fortune quand même ce cabinet grâce à Macron depuis son premier quinquennat. Mais c'est surtout la fusion des deux organismes, France Stratégie et le Haut Commissariat au Plan, qui nous intéresse. Alors c'est vrai que parmi les députés et même au MoDem, dans un premier temps, tout le monde a été un peu
surpris. Moi, je pensais qu'il allait se faire virer, hein, me confie même un député de gauche aujourd'hui, quand on enregistre donc ce jeudi. Et au contraire, c'est une nouvelle promotion pour le patron du MoDem, ce qu'a confirmé l'intéressé à nos confrères de Libération. Mais ce que ne dit pas le journal, c'est que Bayrou devrait rester sous l'autorité de Macron et pas sous celle de Matignon, donc de Michel Barnier. Et ça change tout, puisqu'il ne sera responsable que devant le président. Autant dire que c'est plutôt sympa pour lui. Les nombreux rapports qui seront produits par ce nouveau service, cette nouvelle institution qui va être créée de la fusion, continueront par ailleurs à être remis à Macron lui-même par François Bayrou. De quoi flatter son ego, hein, lui qui se plaint régulièrement de ne pas être traité comme il le devrait, on le disait au début de ce sujet, et il avait récemment menacé de lâcher Emmanuel Macron si le MoDem n'était pas conforté au sein du gouvernement. Écoutons-le sur BFM, c'était le 15 septembre. Il n'est pas possible que ce gouvernement soit présenté par Michel Barnier. Je n'en crois pas un mot. Je connais assez pour savoir que le bon sens fait partie de sa nature et de ses options. Et s'il était présenté, il n'y aurait aucune chance de succès. Aucune. Je peux me tromper, mais je suis absolument sûr que tous les responsables politiques qui m'écoutent partagent si c'était le cas, vous ne le soutiendriez sentiment. Soutenir, c'est autre chose, mais en tout cas, pour moi, ça n'est pas une hypothèse qui permettrait notre participation. Voilà, et puis 5 jours après, il s'est couché, hein, comme je l'annonçais d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur X. Finalement, le MoDem participe au gouvernement, mais n'hésitera pas à assumer ses différences politiques devant les Français, m'expliquait alors un député du parti. Et puis, raison plus prosaïque, hein, on ne va pas renoncer à peser au sein de l'exécutif. Comprendre, on ne va pas renoncer à des postes de ministre. Voilà. Donc finalement, ils en ont eu 3. Dimanche dernier, ils ont remis un petit coup de pression supplémentaire lors de l'université d'été du MoDem. Ils ont invité Bernard Cazeneuve, que Macron a fait semblant de vouloir nommer Premier ministre. On le rappelle, l'occasion pour le MoDem de passer le cirage à l'ancien Premier ministre de Hollande, mais surtout de marquer sa différence par rapport à la Macronie. On écoute Marc Fesneau, un des cadres du parti et ancien ministre. Nous entendons être respectés, c'est-à-dire respectés dans nos différences, et ce n'est pas une question de nombre de membres du gouvernement. Alors j'assumerai pour vous, en votre nom, de dire non pour rendre notre oui plus sincère et d'autant plus fort. Dire non avec notre groupe, comme nous avons su le faire par le passé au MoDem, et comme nous ne l'avons pas fait d'une certaine façon depuis longtemps, parce que nous n'accepterons plus d'être les vassaux de qui que ce soit. François, tu n'étais pas là, je rappelais ce que nous avions fait en 2012. Voilà, donc des vassaux, des alliés, mais pas des vassaux. Autant dire que c'est un classique de la négociation en politique, Théo. Et on peut dire que cette forme de négociation, ça a marché. Oui, ça a formidablement bien marché. Bayrou a négocié son poste directement avec Emmanuel Macron, hein, selon mes informations, et le MoDem compte finalement 3 ministres sur 39 au sein du gouvernement, dont 2 de plein exercice, ce qui est quand même assez intéressant. Et notez aussi le bond prodigieux des moyens attribués à Bayrou grâce à cette fusion miraculeuse. Le Haut Commissariat au Plan, c'est de 300 000 à 1 million d'euros par an, contre 23 millions d'euros pour France Stratégie. Jackpot. Alors, on ne sait pas encore si Bayrou va rester dans le splendide hôtel de Bailly-Stoggy au 19 rue de Constantine dans le chic 7e arrondissement. Il a une très belle vue, me dit-on, sur les Invalides. Ou s'il va déménager au siège de France Stratégie un peu moins glamour, qui est au 20 avenue de Ségur, aux côtés de la CNIL. Mais c'est quand même une belle opération de recasage pour Bayrou. Dans son camp, on jure qu'il s'agit avant tout de faire des économies de moyens pour les Français. C'est bien commode, tu en conviendras. Et on n'est pas obligé non plus de les croire. Alors comment le RN, Niels, magouille avec les macronistes pour obtenir des postes à l'Assemblée? En fait, ces dernières semaines, les macronistes, en tout cas certains qui ne sont pas au gouvernement en particulier, ils marquent leur différence avec la droite dure, avec Retailleau, etc. Et en gros, ils rejouent la carte du progressisme et de l'antifascisme centriste, on va dire, mais ça magouille quand même. En gros, il y a 3 camps actuellement dans la Macronie, si je schématise vite fait. Il y a le camp Darmanin
qui est celui, entre guillemets, de la sécurité, voilà, des thèmes de droite qui sont chers à une partie de la Macronie. Il y a la partie Gabriel Attal qui se pose en centriste, toujours entre guillemets, avec des gros guillemets, progressiste mais libéral sur le plan économique. Et il y a le dernier camp que j'appelle celui des partants, n'est-ce pas, comme Sacha Houlié ou Stella Dupont, qui ont claqué la porte du groupe à l'Assemblée, tout en restant pour le moment dans le parti, c'est plus confortable, et qui, eux, en fait, se posent un peu en adversaire du Rassemblement national et de la stratégie actuelle macroniste, tout en restant dans le mouvement, rappelons-le. Alors là, c'est le dernier psychodrame à l'Assemblée nationale, puisque, en fait, donc, il y a un nouveau gouvernement qui a été nommé, on le rappelle, hein, et ça libère des places, en fait, au poste clé de l'Assemblée, puisqu'en fait, ces députés qui vont intégrer le gouvernement ne siégeront plus à l'Assemblée. Donc leur siège est remis aux suppléants et ça libère des places, par exemple, de vice-président, de président de commission, etc. Alors c'est des postes qui apportent des moyens supplémentaires, une visibilité en plus. Voilà, donc c'est très important en fait au sein de l'Assemblée. Si vous voulez exister comme député, c'est mieux d'être président d'une bonne commission, de n'importe quelle commission, plutôt que d'être simple député. Alors ça fait évidemment carburer les députés les plus ambitieux qui veulent garder notamment la main sur le bureau de l'Assemblée, qui est désormais passé à gauche, hein, on en avait parlé lors d'une précédente émission, ou dans ces fameuses commissions, et on a assisté à un étrange balai de conciliabule entre les députés de la droite, les macronistes et le RN. Alors il y a d'abord eu un premier scandale, puisque le Rassemblement national a obtenu la présidence de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assemblée. Ouf, j'ai réussi à le dire d'une phrase, avec le soutien des députés macronistes. Alors c'est Sébastien Chenu qui a remporté la timbale, hein. C'est un bon lot de consolation pour lui, me confie un député macroniste qui avait, puisqu'on rappelle que l'élu Rassemblement national avait été élu vice-président de l'Assemblée avant la dissolution, il y a 2 ans, avec le soutien des macronistes. Alors on fait un petit retour dans le passé, regardez. À l'Assemblée, le Rassemblement national et ses 89 députés ont raflé 2 postes clés. Sébastien Chenu et Hélène Laporte, élus vice-présidents. Il y en a 6 au total. Ils ont notamment bénéficié des voix de la majorité. La NUPES dénonce un arrangement. Voilà, donc cette nouvelle commission dont Sébastien Chenu prend la présidence, c'est pas la plus connue ou la plus puissante, mais elle a une symbolique forte, puisque comme son nom l'indique, elle est garante de la crédibilité financière de l'Assemblée nationale, hein. Elle contrôle l'exécution du budget de l'Assemblée. C'est ce que m'expliquait Philippe Brun, donc le député de la gauche, hein, qui a été choqué par la victoire de Sébastien Chenu. Mais surtout, ça veut dire que Sébastien Chenu et donc le Rassemblement national auront accès à des infos financières et politiques sur l'Assemblée au plus haut niveau. C'était déjà le cas quand il était vice-président, et donc ça continue. Alors l'élu RN du Nord l'a remporté au 3e tour face au socialiste Philippe Brun, qui était le candidat du Nouveau Front populaire. Et les 2 candidats en fait ont obtenu le même score au 3e et dernier tour, 5 voix chacun. En fait, Chenu a été élu au bénéfice de l'âge, hein, parce que le règlement de l'Assemblée prévoit, quand il y a égalité parfaite, que c'est le plus ancien en âge qui est élu. Et donc, Philippe Brun, que j'ai eu au téléphone hier, était évidemment pas très content, c'est le cas de le dire. Et il m'expliquait que le RN avait forcément obtenu des voix de la droite ou du bloc central pour être élu. Et lui pense que Chenu a notamment obtenu le soutien de Philippe Vigier. Alors, c'est l'ancien ministre un peu invisible des Outre-mer d'Elisabeth Borne, et de Félicie Gérard, qui est une députée Horizon. Alors, on a une pensée émue pour le barrage contre l'extrême droite. Comédia, notamment, on avait porté avant les législatives. Et puis la nomination d'un député Rassemblement national sur cette commission-là, en particulier financière, fait d'autant plus tâche qu'on rappelle que Marine Le Pen et ses proches sont en ce moment au tribunal pour un petit détournement de fonds publics estimé quand même à plus de 7 millions d'euros. Voilà, on rappelle un petit souvenir de Marine Le Pen il y a 20 ans qui s'est levé contre la fraude. Regardez ça. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite. Les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. Comme le temps passe, Nils, toujours à l'Assemblée nationale, sur notre sujet, il y a eu aussi des insultes de la part du Rassemblement national. C'est important de le dire parce que il se pose en adversaire du bruit et de la fureur, en bon père de famille tranquille, en bourgeois qui finalement évite les esclandres. Mais non, il y a eu un esclandre. C'était mercredi.
Oui, hein, c'est ce que tu rappelles, en fait, c'est toute la stratégie de dédiabolisation publique du Rassemblement national, ex-Front national, qui porte la cravate dans l'Assemblée et le costard, hein, en comparaison avec les Insoumis, qui affichent parfois des tenues un petit peu plus cool, entre guillemets. Mais effectivement, sur le fond, en fait, de leur méthode, rien ne change. Insultes, intimidations, menaces. Autre scandale, donc mercredi, toujours avec le Rassemblement national et toujours avec le soutien de la Macronie, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. C'était lors du vote pour la présidence, cette fois, de la délégation de l'Assemblée aux droits des femmes, une délégation hautement symbolique. Hein. Et donc, il y a 3 mecs, en fait, dans la délégation, dont un RN. Il s'agit d'Emmanuel Taché de la Pagerie. Alors, on précise qu'il n'est pas noble, il n'a pas de titre de noblesse, il a ajouté de la pagerie pour faire plus chic. C'est l'époux d'ailleurs c'est le compagnon de Sébastien Chenu d'ailleurs à la vie civile, hein, voilà. Belle équipe décidément. Et donc lors du vote pour la présidence, pour désigner en fait la présidence de la délégation de l'Assemblée, Emmanuel Taché a insulté les élus de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Et donc c'est une nouvelle magouille évidemment qui a ulcéré les députés de gauche et notamment la députée écolo du Bas-Rhin Sandra Rogol qui était présente. On l'écoute. Les 2 premiers tours, c'est-à-dire qu'elle perd de 4 voix derrière Marie-Charlotte Garin, et avec aucune voix de rechange. C'est exactement les mêmes scores premier, second tour, c'est-à-dire qu'il y a 10 voix pour Véronique Rioton, 14 voix pour Marie-Charlotte Garin, 3 voix blanches et 7 ou 8 voix, suivant combien de Rassemblement national sont dans la salle, pour Taché de la Pagerie. 3e tour, puisque les 2 premiers tours, c'est à la majorité absolue, et 3e tour, c'est à la majorité relative. Et donc, 3e tour, eh bien, d'un coup, 7 voix supplémentaires arrivent directement sur Véronique Rioton, après retrait de Taché de la Pagerie, et discussion dans le couloir, parce qu'il y a eu une interruption de séance, entre Véronique Rioton et le groupe RN. C'était pas du tout caché, c'est devant nous. On participe à la discussion en disant que c'est extrêmement problématique pour quelqu'un qui a été élu par le Front républicain de dealer comme ça sa réélection quand elle n'a pas les voix avec le RN. Donc quand il comprend qu'il a perdu, il se lève avec tout son groupe et il quitte la salle. Il sort à la cantonade et je vous souhaite une bonne partouze. Et bonne partouze à vous. Donc évidemment, les élus sont pas contentes, elles exigent des sanctions. Alors on rappelle qu'Emmanuel Taché a aidé Sébastien Chenu à cofonder Gay Libre, donc c'était l'association des gays de droite sous l'UMP, qui d'ailleurs avait fait long feu. Finalement, la présidence du groupe est revenue à la macroniste Véronique Rioton, que les députés de gauche ont vu négocier ouvertement, je cite, son poste de présidence avec Emmanuel Taché lors d'une interruption de séance. Voilà, donc c'est les petites magouilles macronistes en douce de ceux qui prétendent le combattre. Et les abonnés se souviennent peut-être de Véronique Rioton, c'est elle qui avait tenté d'empêcher de parler Alexis Corbière, à l'époque chez LFI, lors de l'examen de la loi anti-casseurs en 2019. Regardez. Monsieur le Président, je tiens à dire que cette personne m'a insulté pendant que je parlais, et la moindre des délicatesses pourrait être soit qu'elle se taise, soit éventuellement qu'elle n'ait pas... Franchement, si la grossièreté de la part de votre part Monsieur et les seuls Corbière. arguments... Non mais ça commence à bien faire. Je veux bien entendre qu'il y ait des protestations, mais quand c'est des injures qui sont tenues à côté de moi, c'est assez simple. Ah pardon, madame. Monsieur Corbière, s'il vous plaît, reprenez le fil de votre intervention. Allez à votre place, madame, je vous en prie. S'il vous plaît, monsieur Corbière, vous avez la parole. Je propose que cette collègue aille s'asseoir car elle Monsieur parle et elle Corbière, m'insulte pendant que je parle. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Corbière. Oh, tout est là. Vous êtes dans une dérive autoritaire et un affolement. Votre collègue est à l'image de ce que vous faites. Je vous le dis clairement. Le droit de manifester va être restreint.
Voilà, c'était un peu une intervention prophétique de Corbière, hélas Théo, et ça n'avait pas empêché Rioton de solliciter le Front républicain pour se faire réélire aux dernières législatives contre le RN. Regardez, ça vaut le détour. Mon engagement sur mes citoyens engagés, sur la façon dont j'ai présidé la délégation droits des femmes. Cette délégation, je l'ai présidée en allant chercher un arc républicain. Et donc, en tout cas, dans cette dimension-là, de dire à la fois la résistance de la Haute-Savoie, on en fait la démonstration collectivement. Et donc, évidemment que je m'adresse au nouveau Front populaire en disant que nous avons un combat commun à mener contre le Rassemblement national. Voilà, donc problème au moment du vote pour la présidence et le bureau de la délégation des femmes. Il y a quand même des macronistes qui se sont réveillés, des députés macronistes qui se sont réveillés, qui ont refusé d'avaliser le deal avec le RN. Et donc Emmanuel Taché n'a pas eu de siège. Et mercredi soir, Véronique Rioton a accueilli sa réélection avec émotion. C'est beau. Qu'est-ce que c'est mignon, n'est-ce pas? Merci Nils. Merci Théo. Et merci à vous d'être fidèles aux médias sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet de médias, votre média. On le rappelle peut-être un peu trop, mais on le rappelle pour des raisons évidentes, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Donc, si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.